Admirables téléspectateurs, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, c'est selon. Le vent d'août, la brise du mois d'août caresse nos narines et certains partis politiques, du moins pour ce qui est de leur directoire, ils se préparent déjà, ils se susurrent même que certains d'entre eux seront des candidats, d'autres non. Alors, quid de la participation du Parti social-démocrate de Manga Moussavou à ces prochaines jours électorales? C'est là quelques questions que nous allons aborder avec notre invité, en la personne même de M. Pierre Claver. Manga Moussavou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas tous les jours que vous êtes en nos murs. Alors, comment se porte le Parti social-démocrate? Je voudrais d'abord dire que je suis honoré que vous ayez bien voulu m'inviter sur ce plateau. Le Parti social-démocrate, comme toutes les autres formations de l'opposition, gagnerait à aller plus amplement, plus sûrement sur le terrain pour expliciter sa politique. C'est ce que nous faisons. Malheureusement, l'absence de moyens manifeste chez beaucoup de partis politiques de l'opposition, y compris au niveau du PSD, fait qu'il y a eu comme une sorte de timidité dans la conquête de l'écoute du peuple gabonais en allant vers le peuple. Mais s'agissant du PSD, nous essayons de gommer cela. Et ça fait depuis 6 mois que nous sommes sur le terrain, sans faire de tapage, sans faire de bruit. Nous avançons et notre présence ici à Port-Gentil participe de cette volonté affichée, somme toute, de pouvoir atteindre le plus grand nombre de nos concitoyens et de transmettre nos préoccupations, de faire des adhésions, de mettre des coordinations pour être prêt le moment venu. Vous disiez à l'entame de votre prologue que vous gagneriez à être très présent sur le terrain. On vous voit beaucoup plus à Mouila et un peu moins dans d'autres localités du Gabon. Cela est donc dû à quoi finalement? Mais je me suis peut-être pas assez bien exprimé en disant que nous sommes sur le terrain sans tambour ni trompette. Ça fait un certain temps. Nous sommes ici à Port-Gentil, on aurait pu considérer, s'agissant du Tour du Gabon, qu'on a terminé, disons, présentement, on est à la 9e province. Nous allons refaire le tour, mais il nous fallait d'abord venir aussi à Port-Gentil, installer les coordinations, refaire le tour des provinces. D'ailleurs, Mme Maganga Moussavou conduira à son tour une délégation dans 2 semaines pour poursuivre le travail que nous avons commencé d'installation des coordinations. Et je disais que l'opposition gabonaise, y compris le PSD, gagnerait à aller plus souvent sur le terrain parce qu'on ne gagne pas une élection entre 4 murs, on gagne en allant sur le terrain, sensibiliser, mettre en place des coordinations et savoir qu'il y a 3500 bureaux de vote et souvent l'opposition pêche par le fait qu'elle ne se prépare jamais à ces échéances correctement. Et c'est parfois le PDG qui se joue de nous en affectant des PDGistes dans les bureaux de vote. Et on ne peut pas s'étonner qu'il y ait bourrage des urnes et que, profitant de l'absence de l'opposition, le PDG puisse purement et simplement se proclamer élu. Monsieur le Président, nous y reviendrons, parce que c'est quand même une question qui est déjà inscrite dans le déroulé de notre protocole d'interview. Alors, les lecteurs de la vie politique nationale pensent qu'il n'y a pas de véritable clivage opposition-majorité. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, opposition, parce que le PSD... Nous, Parti social-démocrate, nous sommes des sociodémocrates. Dans les pays développés, on s'oppose par rapport à l'idéologie. La droite, la gauche. Les démocrates, les républicains. Au Gabon, les oppositions sont
liées parfois aux humeurs. On ne s'oppose pas parce que le projet de société que vous portez diffère de celui de l'autre. On s'oppose parce que on a oublié de vous donner des passeports, on a oublié, ou que certains d'entre vous sont aigris. Et on a oublié de vous nommer à telle ou telle responsabilité, ou vous n'occupez plus telle ou telle responsabilité, alors vous vous opposez. Ce sont des oppositions à l'africaine, et nous espérons qu'un jour viendra où, l'évolution se faisant, nous assisterons à des oppositions liées non pas au fait d'être aigris, mais liées au fait que votre projet ne correspond pas à celui de l'autre, et vous décidez donc de vous opposer. Mais aujourd'hui, nous sommes comme dans un village où chacun dit son humeur, et où à certains moments, surtout avec Omar Bongo, les gens finissaient par se retrouver le soir autour d'un verre de vin de palme, bien que s'étant étripé le matin parce qu'on a entendu un cabri venir heurter votre mur, vous pensez que c'est le voisin qui convoite votre femme. Est-ce que c'est donc le cas de M. Pierre-Claver Mangambuzavou, quand on sait que vous avez été ministre d'État dans le système Bongo et que de temps en temps vous claquez la porte, hein, il faut le souligner. Aujourd'hui, dans l'opposition, bon... Je décris ici, j'étais en train de décrire l'état d'esprit. En ce qui concerne... c'est le même état d'esprit qui a prévalu? En ce qui concerne Pierre-Claver Mangambuzavou, oui. Il faut que vos téléspectateurs sachent que mon entrée au gouvernement en 1994 était liée aux accords de Paris, que le peuple gabonais a approuvé par référendum. Il fallait composer un gouvernement où étaient représentées l'opposition et la majorité. Et l'opposition m'a fait cet honneur de me faire participer dans ce gouvernement, et j'y suis entré en qualité de ministre d'État. J'ai claqué la porte quand je me suis aperçu que le président Omar Bongo ne respectait pas les 10 accords, en voulant, et il a obtenu, que l'on commence par les législatives et terminer par les locales. Tous les autres ne m'ont pas suivi de l'opposition. On a fini par ramasser une gamelle, et finalement, même ceux qui étaient de grands partis, qui se disaient être des grands partis, se sont retrouvés avec très peu d'élus, même si le Parti social-démocrate a maintenu son élu. Et aujourd'hui, le Parti social-démocrate se retrouve avec... comme d'habitude, comme dans l'ancienne législature, avec 3 élus nationaux, ce qui n'est pas rien, à la tête d'une grande mairie, d'une grande capitale provinciale, ce qui n'est pas rien. Et donc, au regard des autres partis qui sont complètement en situation on ne peut moins reluisante, on peut penser que le Parti social-démocrate se porte on ne peut mieux que les autres. Mais ce serait faire de l'autosatisfaction, car n'avoir que 3 élus nationaux, ça n'est pas assez... C'est pas une raison essentielle de se gargariser. Non, ce n'est pas assez porteur, d'autant plus que les partis politiques sont financés par le biais des élus. Plus vous avez des élus nationaux, normalement mieux vous devriez vous porter. Et bien qu'ayant 11 maires, le Parti social-démocrate ne s'en trouve pas mieux loti que les autres formations politiques. Donc il faut redoubler d'efforts. Ceci dit, vous m'avez posé la question de savoir mon opposition est liée à quoi. Mon opposition... Et je voudrais surenchérir. À qui vous opposez finalement? Est-ce à un système ou, le cas échéant, à Ali Bongo Ondimba, aujourd'hui président de la... Je me pose aux deux. Je me pose à un système, et c'est depuis 1980 que j'ai écrit un livre sur l'aide publique de la France au développement du Gabon. J'étais
à l'Institut du Fonds monétaire international, à l'Institut du Fonds monétaire international, où j'ai suivi le cours d'analyse et de politique financière. Et à cette époque-là, Michel Boyer du journal Le Monde disait que le Gabon était un pays qui avait des finances et qui n'avait pas d'économie. Et donc, j'ai répondu à cela par la provincialisation. Il y avait une critique très acerbe qui m'a valu quasiment de plusieurs tentatives d'assassinat, mais qu'à cela ne tienne, j'avais déjà donc dénoncé le système. Ce système qui inclut Ali Bongo Ondimba, qui est le garant du système aujourd'hui. Qui n'est qu'un maillon de ce système. Je dis qui est le garant du système, qui utilise le système. Et ce système, je l'ai toujours dit, même devant le président Bongo, ce que je reproche à ce système, parce que c'est un système qui a ôté aux Gabonais l'essentiel, qui fait un homme, c'est-à-dire qui a ôté aux Gabonais toute sa dignité. Imaginez-vous, les grands pays, les grandes nations, dans ces pays, on y trouve des femmes et des hommes où il est stigmatisé, où il est mis en exergue un certain nombre de valeurs qui fondent les grands pays. Et que l'état de droit, l'état de droit démocratique. Non, que je voudrais que les Gabonais se réapproprient. Parce que ce système a tué l'effort, a tué le courage, a tué l'esprit d'initiative et l'esprit d'abnégation, que l'on ne retrouve pas chez le peuple gabonais. À partir du moment où un système a tué cela, tout le reste n'a plus de sens. Restituer au peuple gabonais ses valeurs, alors ce peuple se battra pour ses libertés, pour acquérir les libertés essentielles, avoir des droits. Le droit au logement, c'est un droit. Le droit à avoir un travail correctement rémunéré, c'est un droit. Le droit à pouvoir éduquer, soigner, vêtir, nourrir ses enfants décemment, c'est un droit. Surtout dans un pays comme celui que nous connaissons tous, où en faisant un minimum d'efforts, on trouve de quoi bouillir sa marmite. M. Manga Moussavou, le Gabonais, du moins il transpire dans la conscience collective, que les Gabonais rêvent d'une classe politique bipolarisée. D'un côté la majorité et de l'autre l'opposition, mais une opposition unie. Est-ce que, en perspective, cette affaire de l'unicité de candidature de l'opposition... Vous parlez de rêve des Gabonais. Ce rêve, c'est d'aujourd'hui ou de toujours? Mais de toute façon, c'est... Parce que... Oui, allez-y. Il ne faut pas tomber de Carrie-Blancila. Il ne faut pas que nous entrions dans un apprentissage de la démocratie et que nous réenfermions les Gabonais dans la pensée unique. Une pensée unique de l'opposition, une pensée unique de la majorité. Pensez-vous que dans la majorité, ceux qui sont de la majorité partagent les points de vue d'Ali Bongo Ondimba? Regardez ce qui se passe avec Mba Abessol. Tous les autres partis politiques qui sont là autour du PDG n'existent quasiment pas. N'est-ce pas? Et ils ne sont là que parce qu'ils espèrent quelques subsides. Sinon, ils seraient, s'ils avaient quelques libertés, ils s'opposeraient également au PDG. Dans l'opposition, l'expérience montre qu'en 1993, sans être unis, Mba Abessolo aurait pu gagner les élections si Mbumbu Miyaku n'avait pas proclamé, avant le recensement global des résultats, qu'Omar Bongo avait gagné, à l'instigation du docteur Chambrier, comme lui-même l'a proclamé. On aurait pu penser que Pierre Mambundu a gagné les élections en 1998, l'opposition n'était pas unie. On aurait pu penser également que Mba Obam a gagné les élections en 2009, l'opposition n'était pas pour autant unie. Ce que les Gabonais ne perçoivent pas toujours, c'est que ça n'est pas ça. Mais sur le principe... Laissez-moi profiter de votre canal pour expliquer
le fond de ma pensée. Le problème du Gabon dans la transparence électorale réside dans le fait que l'opposition gabonaise n'a pas encore réussi à avoir au moins 18 000 représentants dans les bureaux de vote. 18 000 parce que vous avez un vice-président, un assesseur, et si vous avez 2 ou 3 candidats, vous avez besoin des représentants de ces candidats dans les bureaux de vote. Ce que l'opposition gabonaise n'a pas encore réussi à faire, c'est de capter tous les procès-verbaux pour, après que les préfets aient donné les résultats, pour les emmener à un point commun, un QG, où toute l'opposition serait réunie pour recenser les résultats et savoir réellement qui a gagné, pour éviter que tel se lève pour dire qu'il a gagné sans preuve, tel autre, et le 3e larron, le fraudeur, donc souvent Omar Bongo ou Ali Bongo, se lève, profitant du fait qu'il nomme le président du CNC et que la Cour constitutionnelle est à leur dévotion, pour se proclamer élu. Lorsque nous aurons cerné cela, mis les moyens pour faire converger les résultats depuis la proclamation par les préfets à un QG, le lendemain même du vote, on pourrait avoir les résultats, appeler la communauté nationale et internationale à constater qui a effectivement gagné avec les preuves, les procès-verbaux. Le Gabon est le seul pays où il existe une disposition que l'opposition n'a jamais su utiliser, et c'est bien dommage, ce sont les procès-verbaux. Quand vous détenez un procès-verbal bien fait, à partir de ce moment, vous détenez le résultat. Commençons par nous accorder, en mettre beaucoup de moyens, des hommes formés. Et ce seraient donc des hommes mis en place par une espèce de coalition de l'opposition. Quel que soit le nombre de candidats, l'opposition, quand elle va aux élections, elle s'assure que les gens qui sont envoyés vont y être. D'accord. Vont y être, parce que le plus souvent, il y a des partis qui réclament d'avoir des gens dans les commissions. Ils n'ont même pas les moyens d'envoyer ces gens jusqu'à la commission, parce que l'incertitude fait que comment faire pour aller à Onga, comment faire pour aller à Keni, comment faire pour aller à Lekoni ou au Konja, est-ce qu'on ne va pas me trucider là-bas, est-ce qu'on ne va pas me couper la tête, est-ce que je serai suffisamment protégé, au point que le Hutugué, tout le monde le sait. C'est là que se passe le champ libre de la fraude du PDG, le bourrage des urnes, et l'opposition n'a que ses yeux pour pleurer. Autrement dit, si je vous ai bien suivi, il est une ambition quasi irréalisable, celle de voir une opposition unie, suivant vos propos. Non, vous ne m'avez pas bien compris. J'ai dit que vous pouvez vous unir. Ne mettez pas en avant, comme une mode, un effet de mode, les candidats uniques. Je viens de vous montrer que, et que ce soit Mba Abessol, Pierre Mambundu ou Mba Obam, ils ont gagné parce que le peuple gabonais, il lui reste quelque chose, le discernement. Vous pouvez être 1000 candidats, le peuple gabonais saura choisir quel est son candidat. Et là, vous n'y pouvez rien. Ce n'est pas la pléthore de candidatures. Lorsque vous allez en ordre dispersé comme ça, est-ce que ce n'est pas aller à Kanoussa? Parce que, bon, d'abord, nous n'allons pas en ordre dispersé. Nous ne sommes pas encore à la période électorale. Vous empêchez, vous voyez d'un mauvais œil qu'un président de parti puisse aller à travers le Gabon, installer ses coordinations. Il n'y a pas que l'élection présidentielle, il y a aussi les élections législatives. Or, l'opposition gabonaise, et vous, croyez qu'il suffit d'être dans une chambre à discuter à longueur de journée, ça suffit pour que le peuple gabonais vous élise à la députation ou à la présidence de la République. Commençons par avoir des partis politiques nombreux, peut-être, ou réduits, mais forts. Si vous êtes 10 partis forts,
vous êtes sûr que s'il n'y a que 2 ou 3 candidats, vous avez des chances d'y arriver. Mais si vous êtes 10 partis faibles, vous pouvez être 20, 100, les zéros s'additionnant aux zéros, la résultante, c'est que c'est 0. Donc, vous mettez la charrue avant les bœufs, vous empêchez même les partis politiques à aller sur le terrain, à se réapproprier le terrain, alors que vous devez encourager ces formations politiques à y aller, sous prétexte qu'il n'y a pas d'unité. Mais nous sommes en démocratie, ne l'oubliez pas, et que la démocratie voudrait que vous écoutiez tout le monde avant même le choix. Je vais vous faire une révélation. René Ndémézo, qui soutient Jean Ping, avant qu'il n'aille voir, avant que Jean Ping ne commence, j'étais le premier à être informé par René Ndémézo bien que pour eux, leur cercle, ils estimaient qu'il devait y avoir 2 candidats. Ping, parce qu'il a un carnet d'adresse, mais je cite ces mots, mais il n'a pas le bagou, il n'a pas de programme, c'est pas s'adresser au public. Et d'ailleurs, il n'a même pas de fief politique. Bon, et Pierre-Claver Maganga Moussavou, qui lui est un élu local et maire, président du conseil municipal de la ville de Mouila, qui a des élus nationaux, locaux, et donc qui peut avoir des prétentions. On connaît son discours, on connaît ses préoccupations quant à la répartition du revenu de l'État pour que toutes les provinces se développent correctement par le biais de la provincialisation. Nous y reviendrons, monsieur le président. Et par conséquent, il estimait, lui, qu'il y avait 2 candidats et que je gagnerais à aller comme Ping sur le terrain, le moment venu. S'il y a une élection en 2 tours, on signerait un accord de désistement. S'il y a une élection à 1 tour, on verra s'il y a possibilité de rapprochement entre les 2. Mais je lui ai fait savoir qu'à propos du carnet d'adresse, tout le monde a un carnet d'adresse. D'ailleurs, se targuer d'avoir un carnet d'adresse quand tout change, ça veut dire que vous pouvez avoir un carnet d'adresse d'anciens chefs d'État qui ne serviront plus à rien si ceux-ci ne le sont plus. N'est-ce pas? Donc, et tout le monde, pour peu qu'on ait été au gouvernement, pour peu qu'on ait assumé un certain nombre de responsabilités, vous vous trouvez donc avec un carnet d'adresse. Que ça n'est pas un problème qui me préoccupait en soi comme critère de sélection. Mais que je ne suis pas, je dis aux téléspectateurs, je ne suis pas peu fier d'être gabonais, je ne suis pas peu fier d'avoir une femme gabonaise, je ne suis pas peu fier d'avoir un programme comme celui de la provincialisation, et je ne suis pas peu fier d'avoir préféré rester maire plutôt que d'aller au Sénat pour prouver mon sens d'abnégation et mon attachement aux actes qui doivent provoquer chez le peuple gabonais sur l'ensemble du territoire un choix de raison plutôt qu'un choix comme ça s'est vu toujours, un choix lié à un homme providentiel qui, je crois qu'à 74 ans, on n'est pas si providentiel que ça. Ça serait manifesté un peu plus avant. Mwanga Moussavou, et puisque vous disiez vous adresser aux populations gabonaises, aux Port-Gentilais précisément en ce moment, alors ils veulent savoir. Oui. Nous sommes en 2016, août approche, à pas de géant. Serez-vous, briguerez-vous, serez-vous candidat ou pas candidat? Je viens de le dire. Si vous voulez, je m'exprime autrement en disant... Exprimez-vous autrement, ils veulent savoir. En disant, je suis candidat. Très bien. Aux élections présidentielles de 2016. Et dans ce cas, quelles sont vos motivations? Il faut savoir que quelqu'un qui, à 41 ans, a été candidat et qui s'est élevé dans ses écrits, les paroles s'envolent mais les écrits restent, qui ne lui ont pas valu que des amis, plutôt l'inimitié des tenants d'un système qu'ils veulent conserver tel qu'il est, au détriment du peuple gabonais. Sachez tout simplement que si à 41 ans, j'ai voulu de cela, parce que j'ai su que le président Bongo
comme son successeur, ne sont pas à la hauteur de la tâche parce qu'ils n'aiment pas assez le Gabon et parce qu'ils se projettent, eux, comme étant les propriétaires du Gabon. Vous verrez que le système que je mets en place, que je voudrais mettre en place, celui de la provincialisation, nous amène par contre à faire qu'un chef d'État soit un grand animateur, mais que cela repose sur le développement de chaque province. Et d'ailleurs, ça gommera le sentiment qu'un chef d'État est un super-homme, alors qu'il n'est qu'un animateur qui fait travailler tout le monde et qui fait travailler tout son peuple pour l'intérêt de tous. Ceci dit, c'est une volonté imprimée depuis toujours pour diriger ce pays, parce que trop souvent, on a mis des wagons devant, parce que j'estime que si le train de l'émergence est encore à la gare, c'est que sans doute on y a mis un wagon devant au lieu de mettre une locomotive. Sinon, depuis 7 ans, ce train serait déjà parti. Et le Gabon qui tourne en rond, qui au lieu d'avancer, recule et se met en situation d'être ridicule, même à côté de la Guinée équatoriale, du Congo ou du Cameroun, puisque le Gabon n'est plus une destination, c'est un départ. Alors, dans ces conditions, vous comprendrez que j'ai des raisons suffisantes, une motivation chevillée au corps depuis toujours pour dire que, pour ceux qui pensent qu'en 93 j'ai échoué, qu'en 98 j'ai échoué, qu'en 2009 j'ai échoué, sachez que on ne peut pas dire quelque chose et son contraire, dire que les résultats ont été une large fraude, et dire que tel candidat a eu ceci. On se souviendra par exemple de pourcentage ridicule que Yambumbu m'a donné parce qu'il était ministre de l'Intérieur et parce que j'ai dit qu'on avait affaire à un gouvernement de voyous. Cette altercation m'a valu qu'il me donne 0,0001%. Il a pu me ridiculiser, mais il s'est ridiculisé lui-même. Donc, à partir du moment où tout est basé sur la fraude, où le système est basé sur le faux, les faux résultats ne peuvent pas me décourager pour reproposer au peuple gabonais la politique de provincialisation et un certain nombre de propositions que je fais liées à ce que j'ai pu parcourir le Gabon et constater qu'il fallait faire quelque chose d'urgent pour le peuple gabonais. Est-ce que vous ne craignez pas, une fois encore, mais une fois peut-être de trop, échouer encore devant la mécanique PDG, parce qu'il y a quand même déjà une organisation. Je sais, contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas un naïf. Je sais que le Ali Bongo, qui a des faux papiers, parce que moi je suis maire, une déclaration de naissance n'est pas signée par le père. Pour valider une déclaration de naissance sans la signature du maire et le cachet du maire. Donc, les actes de naissance d'Ali Bongo, toutes ces manœuvres tendant à vouloir accréditer que c'est un Gabonais, tout ça est archi faux. Sauf que nous avons, il a affaire à un peuple indolent, qui ne réagit pas, et qui sait pertinemment que on viole la Constitution sans réaction. Et ici, ce n'est pas un problème de chef de parti, c'est un problème du peuple, parce qu'au Burkina ou ailleurs, les chefs de parti sont mis de côté, c'est le peuple qui réagit pour que les choses avancent dans la bonne direction. Et nous, nous sommes là que pour dire au peuple, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il conviendrait de faire, parce que Ali Bongo voudrait se représenter et faire un passage en force. Il a même déjà prévu d'avoir 55 et 60%. En ayant pour prétexte que l'opposition est divisée. Mais imaginez-vous, si il a 60%, même l'opposition que vous dites unie, puisque c'est devenu maintenant la mode, aurait combien? 40%. Est-ce que ça ferait gagner l'opposition? Si le dictateur a déjà prévu d'avoir une élection avec 60%, si c'est 55%, est-ce que vous croyez que même si l'opposition unie avec 45% gagnerait cependant l'élection? Non. Tout est fait. C'est pourquoi nous devons tout faire pour empêcher Ali Bongo, par tous les moyens, à ne pas se présenter. Et ainsi, l'élection ne peut pas se faire si cet homme, cette épine, ne nous est pas enlevé
du pied. Et moi, je vais vous dire encore autre chose. Vous dites, permettez que je vous interrompe, vous dites empêcher par tous les moyens, c'est peut-être trop fort le café. Vous avez il y a une mécanique organisationnelle mise en place avec en toile de fond la biométrie, et vous avez cité tout à l'heure les procès-verbaux. Alors donc, est-ce que ce n'est pas là aussi un moyen de séréniser ces élections-là, et peut-être vous encourager... La biométrie... Bon, peut-être pas une panacée, hein, mais bon... Non, je veux dire que la biométrie n'a pas été poussée pour qu'elle puisse servir à la transparence électorale. Qui dit biométrie, dit des instruments, quand vous arrivez au bureau de vote, qu'on vous identifie par les moyens, disons, qu'on reconnaisse vos caractéristiques, les empreintes digitales et autres. Ce qui n'a pas été utilisé parce que on fraude. J'ai vu Manfumbi à Mouila s'asseoir et avec un kit pour enregistrer des gens qui allaient voter. Et lui, malgré l'argent... Vous parlez de quel Manfumbi? Manfumbi, appelé Manfdis, celui que j'ai toujours appelé le singe fou. N'est-ce pas? Et qui arrive là, et qui fait, et malgré l'argent, il n'a pas su, il n'a pas pu écraser tout le monde, puisque les autres ont quand même eu une partie des suffrages. Malgré l'argent, malgré la fraude, il n'a pas pu rafler Tundende. Et il a constaté que s'il n'avait pas fraudé, il n'aurait pas eu les élections. Donc, le peuple gabonais est par conséquent fatigué de ce qui se passe. Quand je dis par tous les moyens, moi je suis un bâtisseur. L'image que j'ai toujours donnée, c'est de croire que je suis complaisant. Je ne suis pas complaisant. De tous les hommes politiques, je suis peut-être le plus déterminé. Aller le plus loin possible. Et peut-être le plus préparé psychologiquement. Parce que j'ai cette sorte d'ambivalence où si on me retrouve en France, on dit mais il est intégré. Si on me retrouve à Libreville, on me dit qu'il est intégré comme tout le monde. Mais si on me retrouve au village, on dit mais c'est un véritable parfait villageois. Et qui a tout pour vivre au village, dans la forêt. Et même aller jusqu'à mener une guérilla. Mais j'ai toujours refusé ces possibilités-là. Il n'y a aucun autre opposant qui peut faire ce que moi je peux faire dans ce pays. C'est pourquoi j'ai toujours privilégié de construire. C'est pas, vous voyez, je m'investis, quand je suis au gouvernement, à apporter toujours quelque chose. J'ai été ministre du plan, on m'a enlevé le volet financier, c'est-à-dire que je n'étais pas ministre, ordonnateur délégué du budget d'investissement, mais ça ne m'a pas empêché de briller comme ministre, je ne me jette pas des fleurs, mais c'est vrai, et de marquer mon passage comme ministre de la planification. Absolument. Partout où je suis passé, je n'avais aucun budget. J'étais ministre de l'agriculture avec 500 millions. L'agriculture d'un pays, 500 millions de budget d'investissement. J'ai mis 400 millions pour les corps des cadres ruraux de Yem et 100 millions pour le Siam. J'étais au transport. Mon prédécesseur Mba Abessol avait des milliards qu'il a donnés à Kinda, qui n'a rien fait, mais moi, sans moyens, j'ai apporté l'eau à l'aéroport de Chimanga et j'ai tout de suite fait refaire l'aéroport de Kolamutu qui menaçait de coupure, de cassure en deux. Alors, tout cela pour dire que pour moi, l'argent ne me préoccupe pas. Ce qui me préoccupe, c'est que ce peuple quand même change un peu, vive un peu mieux que ce que d'ailleurs, nous lui avons offert jusqu'à présent. Je vais vous citer, vous dites souvent, on va dire partout où vous êtes passé, c'est devenu quasiment un petit slogan, vous dites, je vous cite, hein, mon souhait est de faire de chaque Gabonais un citoyen responsable, assurant avec détermination les missions de développement liées à ses qualités. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que ce soit au village ou en ville, au village, celui qui est au village ne doit pas se sentir inutile. Il doit pouvoir participer au développement de son milieu, de son pays. Je veux citer un exemple clair. Les présidents des conseils départementaux aujourd'hui ne servent quasiment à rien. Je pèse mes mots.
Mais, et pourtant, ce n'est pas de leur faute. La politique de provincialisation va faire en sorte qu'on leur donne des responsabilités pour construire le milieu rural, réformer le code forestier pour qu'un cinquième du bois gabonais, s'y est prêt à l'exportation, reste au Gabon, reste dans les départements pour permettre au président des conseils départementaux, avec les chefs de canton, avec les chefs de regroupement, les chefs de village, à regrouper les villages et à reconstruire les villages pour que le Gabonais, qu'il soit au village ou en ville, se sente appartenir à un pays comme le Gabon et apporte sa contribution. Les chefs de regroupement de chefs de village feront la propriété de leur village. Les chefs de canton étant aussi employés à faire, avec des cantonniers, à faire la propriété de leur périmètre départemental de route, et l'eau, l'électricité étant interconnectées entre villes, ferait en sorte que dans tous les villages, il y ait une desserte en eau et en électricité, un pays uni, un pays où il fait bon vivre, qu'on soit au ville ou au village, et dans les villes... C'est un exemple qui marche quelque peu bien au Congo voisin. Nous y avons été avec sur le principe de départementalisation. Ça marche très bien. Alors, vous avez bien fait de nous préciser. Certains disent que les autres ont utilisé mes idées. Donc, je le fais parce qu'il y a une interconnexion au niveau des idées. Et nous avons émis cela. Les Gabonais ont des idées, mais ne vont pas aussi loin, ont de bons textes, mais ne vont pas aussi loin, n'utilisent pas cette intelligentsia qu'il y a pour promouvoir le développement. Alors, provincialisation, vous le dites, c'est d'ailleurs votre cheval de bataille dans votre plan d'action, à la nationale, je veux dire. Il y a en face, donc, de cette provincialisation, le législatif qui a prévu la loi 1596, réformée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Là, je parle au maire de la commune de Mouila. Ce législatif, j'y étais. En 2011, à la fin de cette législature, le document était déjà tout prêt. Nous y avons pensé, Zachary Miboto et quelques autres et moi-même, qu'il fallait que l'État puisse consacrer 10% du revenu du budget général de l'État à cette politique de décentralisation. Le ministre Ndongo, ministre de l'Intérieur de l'époque, et le gouvernement conséquent, a pensé que 10% c'était trop. C'est un raisonnement si stupide qu'on ne peut pas comprendre qu'un membre du gouvernement puisse dire 10% c'est trop. Si vous avez ces 10% d'un revenu, ces 10% en valeur réelle peut baisser, ou une valeur nominale, ça peut baisser. Baisser en marge, comme gagner aussi en marge. Oui, mais où est le problème? Pour dire qu'il vaut mieux que ce soit au petit bonheur la chance, quand le gouvernement veut bien accorder 1%, 2%, 3%, il n'y a pas de volonté. Parce que le système en lui-même, il est basé sur le fait que rien ne doit dépasser, que tout doit être contrôlé par le président de la République. Encore que le président Omar Bongo était imparfait dans la captation des richesses nationales, il a préservé, excusez du peu, que 439 milliards pour sa famille. Mais Ali Bongo, avec la pompe qu'il a mis en place avec les agences, il n'y a même plus de budget. Aucun ministre n'a des perspectives d'avenir. Vous êtes ministre, vous êtes content d'avoir ce qu'on vous donne, mais vous ne pouvez rien faire. Vous tournez en rond. Et Ali Bongo est un mal terrible dont il faut se débarrasser le plus rapidement possible. Là, je le dis en pesant mes mots. Parce que se comporter comme ça, vider l'administration de ses prérogatives pour qu'il s'arroge, lui, toutes les prérogatives du gouvernement, je dis c'est un peu fort de café, l'expression que vous avez employée, qui s'emploie là à bon escient, je veux dire.
Et par conséquent, il serait bon que les Gabonaises et les Gabonais sachent qu'il y a des femmes et des hommes qui veulent le bien de ce pays. Des gens comme nous. Moi, si je parle, les Gabonais ne me connaissent pas vraiment. C'est parce que je n'ai pas eu la malchance, parce que c'est une malchance, de détourner de l'argent. Parce que si j'avais détourné de l'argent, je n'aurais pas le verbe aussi haut. Mais parce que je sais qu'un Gabonais peut être riche, moi j'ai refusé d'être pauvre. Très bien. Alors, et donc ce que je le fais avec mes mains, je me bats pour montrer qu'un Gabonais peut être un homme libre, et je voudrais travailler à cette libéralisation du peuple gabonais en leur donnant le minimum qu'il faudrait. Et j'invite les Gabonaises et les Gabonais à me suivre. Et vous avez posé la question de savoir si je suis candidat. La réponse est oui, bien évidemment. Le président du Parti social-démocrate est candidat en espérant que le discernement que je conçois chez chaque peuple et que je crois trouver chez le peuple gabonais fera en sorte que ce ne soit pas la passion, mais que ce soit la raison qui pousse ce peuple devant un certain nombre de candidatures qui ont été quasiment toutes autour de Marc Bongo, qui ont donc une certaine expérience avérée de la gestion de l'État, j'espère qualitative, de la gestion de l'État, pour que chacun vienne rendre des comptes et dire qu'est-ce qu'il a pu faire pour ces populations quand il était en mesure de le faire, même un peu, et s'il ne l'a pas fait chez lui, parce que s'il n'a pas su balayer devant sa porte, c'est pas demain qu'il pourra se révéler un grand bâtisseur ou un grand amour vis-à-vis d'un peuple qu'il a négligé jusque-là. Les actes, chacun doit répondre des actes qu'il a posés, positifs ou négatifs, vis-à-vis du peuple gabonais. Et ce peuple, qui est plein de discernement, doit pouvoir choisir les responsables. C'est pourquoi je ne voudrais pas, je ne souhaiterais pas qu'on impose au peuple gabonais et au peuple de l'opposition une candidature qui n'est pas forcément celle qui sortirait de son choix. Laissez le débat se faire et ce peuple, à un moment ou à un autre, indiquera le chemin à suivre. Il n'y a pas péril en la demeure. Ce qui serait périlleux, c'est que des gens veuillent canaliser, veuillent orienter, veuillent faire en sorte que, au contraire, face à Ali Bongo, nous soyons sans moyens, parce que le candidat qu'on mettrait serait beaucoup plus fragile qu'un autre, parce qu'il manquerait d'atouts face au candidat du consensus. Non, le candidat du consensus, prenons un exemple. Moi, je n'ai pas une langue de bois. Prenons le cas de Ping. Certains peuvent penser que c'est le bon candidat. Ce n'est pas mon cas. Parce que moi, je connais Ping. Il a été ministre délégué quand moi j'étais ministre d'État. Nous avons travaillé ensemble. Le jour que j'ai claqué la porte en 1996, il m'a dit, mais tu t'en vas, qui va encore parler à Omar Bongo? Ça veut dire que lui-même ne s'en sentait pas capable. Nous nous sommes retrouvés dans un avion avec le président. Comme c'était le beau-fils, il ne pouvait pas manger devant le président, alors que protocolairement, c'était lui qui devait être placé devant le président de la République. Moi, j'ai mangé devant le président. Le beau-fils a mangé à côté, parce que dans nos traditions, on ne peut pas voir le beau-père manger. Ces considérations que l'on retrouve même dans des avions en mission officielle montrent à suffisance que pour le peuple gabonais, c'est quelqu'un de la famille Bongo. Or, on ne veut plus de la famille Bongo. Et je peux citer d'autres exemples qui normalement le disqualifient. Je dis tout net, les femmes gabonaises veulent d'une mère de la nation, d'une première dame, qui soit gabonaise au moins une fois, n'est-ce pas? Et nous apportons toutes ces considérations pour dire que même les évêques disent « laissez le Gabon aux Gabonais ». On ne veut plus d'une famille, mettons un système plus démocratique et n'imposons pas une fausse unité au peuple gabonais. Nous sommes encore à 7 ou 8 mois. Laissez le débat se faire et on verra ce qui se passe après. Vous seriez donc en faveur d'une élection à deux tours? Bien sûr.
Et pourquoi ne pas d'abord, au lieu que d'envisager les luttes, je veux dire, quasi nulles et non avenues, intestines au sein de l'opposition, avec les égos surdimensionnés des uns et des autres, pourquoi ne pas d'abord s'asseoir? Vous avez une plateforme telle que le Conseil national de la démocratie. Pourquoi vous ne vous asseyez pas pour dire, envisageons d'abord, face à l'ennemi, une vision commune, celle de demander une élection à 2 tours? Mais pourquoi vous alignez des mots, vous alignez des expressions qui donnent à croire que nous sommes en guerre au sein de l'opposition? Je viens de vous dire quelque chose que vous deviez retenir. C'est à l'évidence, Monsieur le Président. Écoutez, je viens de vous dire que tout cela est était quasiment prévu d'avance que Ping et Maganga soient sur le terrain. Mais il n'y a pas que Ping, il y a aussi, permettez que je les cite un tout petit peu, il y aura certainement un candidat de la frange de Kombila, on va dire, au niveau parce qu'il y a des dissensions en ce moment, il y aura un autre candidat certainement au sein de l'UFC, un autre candidat au sein de l'UFA, les indépendants à n'en point finir. Monsieur le Président. Est-ce que c'est nouveau? C'est pas nouveau, mais est-ce que vous ne comprenez pas que c'est une chance la démocratie? Laissez chacun venir à vous s'exprimer devant le peuple gabonais, et le peuple gabonais que vous voyez là, qui n'est pas idiot, saura faire le choix. Arrêtez de penser que nous ne sommes plus en démocratie. On a recherché la démocratie. Laissez les gens, à un moment ou à un autre, les choses rentreront dans l'ordre. J'en suis persuadé. Laissez les gens s'exprimer. Expliquer au peuple gabonais ce qu'ils veulent faire. Et comment ils arriveront à le faire alors qu'ils n'ont jamais su le faire. Et ils n'ont jamais été proches des populations pendant qu'ils en avaient les moyens et que maintenant ils estiment qu'ils peuvent avoir les moyens de le faire. Tout ça, le peuple gabonais saura faire le tri. Moi, je suis persuadé que c'est de la quantité qu'on sortira la qualité. Et donc, ça, pour moi, ça n'est pas un problème. Il n'y a pas péril en la demeure. Il n'y a pas une guerre au sein de l'opposition. Ce que je peux déplorer, c'est que le front ait pu se fracasser. Je le savais depuis longtemps. Et puis se fracasser parce que ce front a été constitué contre d'autres et avec des ambitions qui étaient divergentes, pas des égos surdimensionnés. Si vous payez un parti politique, c'est bien pour capter le pouvoir. Absolument. Mais où est l'ego? Autant dire non, vous ne créez pas de parti. Le plus surprenant serait qu'un chef de parti puisse dire « moi je soutiens un indépendant », autant dissoudre le parti si vous n'êtes pas capable de compétir, d'être candidat à une élection. Et aujourd'hui, je constate malheureusement, et je pense que vous ferez ce constat avec moi, que les partis politiques n'existent plus. Depuis l'arrivée de Mbaobam sur la scène politique, du moins de l'opposition, les partis politiques n'existent plus. Il a essayé de reconstituer rapidement un parti, l'Union nationale, mais tout de suite, la création d'un front a dilué l'Union nationale dans un front où ce n'étaient plus les partis, mais les personnalités politiques qui décidaient à la place des militants des partis politiques qui ont l'obligation de tenir des congrès qui ne sont plus en perspective, où un chef de parti va dire « je soutiens tel candidat » sans avoir consulté sa base. Ça veut dire que tout va dans tous les sens. Et vous ne relevez pas ces choses évidentes. Vous préférez parler des égos surdimensionnés, des candidatures, mais que tout le monde... Il y a eu 17 candidats en 2009. Quelles sont les personnalités qui sont arrivées en tête? Il y a eu 2. Baobam et Pierre Mamboundou. En 98, ça a été la même chose. En 93, la même chose. Donc, malgré la pléthore de candidatures, moi j'ai foi dans le peuple gabonais, dans son discernement, pour se choisir
son ou ses candidats, du moins ceux qu'il placera. Alors, venons-en à l'évidence. Mais pourvu que Ali Bongo nous débarrasse le plancher pour que la démocratie se fasse. On ne peut pas accepter qu'une seule famille nous garde en otage pendant 50 ans. Trop, c'est trop. De toute manière, et c'est l'évidence, le tissu sociopolitique est sclérosé de part en part. La société civile, d'ailleurs, est montée au créneau et en a appelé à un dialogue inclusif avant les élections présidentielles. Quelle est la réaction du PSD? La société civile l'a fait quand? L'a fait, je crois, il y a peut-être 2 ou 3 mois. 2 ou 3 mois. Donc vous ne suivez pas ce que l'UEFA, ce que le Front, ce que tous les partis de l'opposition ont demandé depuis plus d'1 an. Et quelle est la position, quelle est la réaction du PSD? Mais nous avons toujours demandé au sein de l'UEFA, nous avons toujours demandé au sein du PSD la tenue d'un dialogue inclusif et sans tabou pour discuter des questions qui fâchent, mais pour les résoudre. J'ai toujours dit que l'absence de dialogue entraîne l'intolérance. L'intolérance entraîne les excès. Les excès entraînent la violence et la violence entraîne la contre-violence. L'absence de dialogue. Le Parti démocratique gabonais, qui est un parti... je suis démocrate, mais si j'avais le pouvoir de le dissoudre, je le ferais. Pourquoi? Voilà un parti qui a fondé toute sa gestion sur une sorte de triptyque: dialogue, tolérance et paix. J'ai fait une dissertation à un congrès du PDG sur la nécessité, expliciter le dialogue. Vous ne dialoguez pas. Vous n'êtes pas tolérant. Vous n'êtes pas tolérant. Vous n'êtes pas un homme de paix. Vous n'êtes pas un homme de paix. Et donc, parce que vous n'êtes pas un homme de dialogue. Aujourd'hui, le parti qui devait rechercher tous les jours le dialogue ne veut plus du dialogue. Les partis de l'opposition qui devaient refuser de dialoguer avec le pouvoir, ce sont ces partis d'opposition qui veulent le dialogue, pendant que le parti au pouvoir réchigne à dialoguer. Je trouve que c'est effarant le spectacle que nous livre Ali Bongo, parce qu'il tient le Gabon comme étant une sorte de jouet, et il veut encore en disposer. Mais moi je prédis que si Ali Bongo, je lui dis gentiment, que si Ali Bongo ne prend pas garde, il aura détruit ce qu'il a essayé de préserver peut-être, un peuple qui avait tout à reprocher à son père et qui a fini par, non pas oublier, par banaliser ce fait-là en se tournant résolument vers l'avenir. Ce peuple qui a encore été trompé en pensant que le fait que ce soit Ali Bongo, il ramènerait l'argent que son père avait dissimulé ça et là, ce qui est faux, parce que les communes, les départements n'ont rien reçu pendant 7 ans. Aucun investissement dans aucune capitale provinciale, aucun investissement pour les communes, aucune distribution de matériel roulant aux communes depuis 7 ans. Ça prouve à suffisance qu'il a asséché les finances de l'État par ses frasques, par ses voyages incessants, par ses dépenses ostentatoires, ce qui prouve qu'il faut absolument que cela s'arrête et que si le dialogue n'a pas lieu, parce qu'on voudrait expliquer tranquillement, posément, que Ali Bongo ne peut plus être candidat et qu'il est coupable de forfaiture parce que c'est avec des faux papiers qu'il s'est retrouvé à la tête de l'État,
si le dialogue n'a pas lieu, et qu'il tente de faire un passage à force, tous ceux qui aiment le Gabon, tous ceux qui voudraient que ce pays vive paisiblement comme moi, auront intérêt à faire en sorte de dissuader Ali Bongo de se représenter. 50 ans, c'est trop, et c'est même indécent d'insister à la tête de l'État dans ces conditions-là. Monsieur le Président du PSD, j'y arrive, excusez-moi, hein, c'est mal encafouché. Alors, quelle appréciation faites-vous du Conseil national de la démocratie en l'état actuel? Le Conseil national de la démocratie, je voudrais d'abord m'excuser auprès des téléspectateurs, c'est une création. C'est une proposition de Pierre Claver Maganga Moussaoui. Parce que je voulais que les Gabonais se parlent. Je voudrais qu'on éduque le peuple gabonais en leur faisant comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes opposés l'un à l'autre sur le plan des idées que vous ne pouvez plus vous dire bonjour. Vous ne pouvez plus discuter ensemble. Et que le peuple gabonais apprenne à voir des hommes politiques opposés, prendre un verre ensemble, mais chacun ayant ses idées. Et parce que l'opposition n'est pas une opposition par rapport aux idéologies, que le peuple gabonais n'a pas toujours apprécié que les gens se parlent. Quand vous êtes ennemis, vous n'avez pas à vous parler. Quand vous vous parlez, c'est que vous n'êtes pas... Or, dans nos traditions, la case à palabres, c'est le lieu où on vide toutes les palabres et où il est nécessaire que les gens se parlent pour éviter qu'on se jette la pierre. Or, on dit prosaïquement chez nous, qu'on se jette la pierre, il y a bien de risques de percer l'œil de l'autre. Et donc, j'étais pour le Conseil national de la démocratie. Mais le Conseil national de la démocratie avait des prérogatives, en l'occurrence, avoir les procès-verbaux pour les examiner, donner un avis sur l'élection à la Cour constitutionnelle et au chef de l'État. Malheureusement, personne n'a voulu que le Conseil national de la démocratie joue ce rôle, et aujourd'hui, il devient une sorte de faire-valoir du chef de l'État, et moi, j'ai dit que j'ai beaucoup donné en 90, en 94 aux accords de Paris, 90 à la conférence nationale, aux accords d'Arambo, et j'ai aussi participé aux travaux sur la biométrie qui n'ont rien donné. Alors, à partir de ce moment, je laisse d'autres aller au Conseil national de la démocratie, et j'espère que mon absence ne va pas manquer à d'autres pour réfléchir et bien sûr discuter sur les deux tours, discuter sur les avancées démocratiques. Je gagnerai beaucoup plus à être sur le terrain, à discuter avec les Gabonais, à implanter mon parti, présidentiel ou pas, législative ou pas. C'est tout ce qui fera en sorte que l'idée répandue que le PSD n'est qu'un parti provincial, ce qui est tout à fait faux, parce que nous avons fait reculer le PDG à Ibunji et partout ailleurs. Donc cette idée pourrait être gommée avec la présence du Parti social-démocrate partout dans le Goué maritime, plutôt que de rester à discuter avec les autres, mais les autres peuvent discuter. Je soutiens leurs discussions pourvu qu'ils aboutissent et qu'ils ne soient pas tournés en bourrique par quelqu'un qui ne veut pas de la démocratie. Manga Moussavou, une dernière question, mais celle qui fâche. Il se dit je veux dire au sein de vos frères et sœurs gabonais, reliés par les réseaux sociaux, et il semble donc que vous ne seriez plus en odeur de sainteté avec votre épouse. C'est la question qui fâche. Non, pourquoi ça fâche? Pourquoi ça doit fâcher? Les réseaux sociaux se discréditent. Je ne sais pas si vous pouvez mettre l'épaisseur d'une feuille de papier entre Albertine et moi. Autrement dit, tout va bien. Ce sont les ragots. Mais autrement dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mon épouse, elle est
actuellement à Mouila, pendant que je suis ici, on se téléphone tous les jours parce qu'il faut qu'elle s'occupe de tous nos projets. Je vous ai annoncé que dans 2 semaines, elle viendra ici à Port-Gentil pour suivre le travail que j'ai commencé. Posez-lui la question, invitez-la ici, vous verrez la convergence d'idées, de points de vue, sans qu'on se soit concerté du tout. Donc, je ne sais pas pourquoi, entre Albertine et moi, nous avons commencé déjà depuis l'âge de 15 ans, hein, et nous avons tous les deux 64 ans. Ce n'est pas maintenant que nous songerions à ne plus être ensemble, alors que nous ne sommes plus qu'une seule et même personne. C'était votre mot de fin, Pierre-Claver Mahanga Moussavou. Merci d'avoir accepté notre invitation à répondre à ce petit jeu questions-réponses. Et nous espérons que chaque fois que nécessaire, Canal Delta vous ouvrira ses portes. Merci de m'avoir invité à dialoguer avec vous et à éclairer, je l'espère, vos téléspectateurs. Merci. Voilà, c'est là que la fin de ce 10e numéro de votre émission sur le plateau. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.